Nous sommes vraiment ravis de retrouver Céline Lageau, spécialiste de droit public, que nous avions accueillie lors d'une précédente édition des rencontres Michel Foucault sur les addictions. Voilà, et nous sommes ravis de vous retrouver. Vous êtes professeur de droit public à l'Université de Poitiers et vous dirigez le CECOJ, donc Centre d'études sur la coopération juridique internationale, depuis 2017. Vos travaux portent notamment sur le droit des libertés, le droit européen des droits de l'homme, le droit anglais et le droit comparé. Votre dernier ouvrage, que vous co-dirigez avec le professeur Jean-Jacques Sueur, s'intitule « L'analyse par cas, une méthode pour le droit comparé des libertés ». Donc vous souhaitez ce matin nous parler de celles que vous avez appelées les pionnières déviantes à l'assaut des libertés. Un joli clin d'œil, tout empreint d'une voix féministe, au titre plutôt masculin de cette édition des rencontres Michel Foucault, pionniers, escrocs, désaxés, les déviants. Je vous laisse donc la parole, chère Céline, pour cette épopée aux côtés de quelques pionnières déviantes et libertaires. Merci infiniment, chère Isabelle. Parmi en effet les pionniers, il y eut des pionnières. Parmi les déviants, il y eut des déviantes, puisque selon un vieux proverbe chinois et que j'adore, la femme est la moitié du ciel. Il y eut même des pionnières déviantes à l'assaut des libertés. Comme les anges qui n'ont pas de sexe, François Poulain de la Barre déclarait au XVIIIe siècle que l'esprit n'a pas de sexe. Posons tout de suite la problématique. Alors même que les femmes, dans une lutte incessante et rude, ont réussi à conquérir des droits civiques et politiques au XIXe siècle, puis des droits sociaux au XXe siècle, qui transformeront à tout jamais leur place aux côtés des hommes, ces dernières peinent toujours, encore aujourd'hui, à se voir reconnaître exactement le même statut que leurs égaux, leurs alters égaux. Le constat est d'autant plus criant en période de crise. Et en 1949, déjà, une pionnière déviante, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir lançait ce célèbre avertissement sous forme de paroles prophétiques. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant. L'inverse pourrait-il être cependant envisageable ? La crise de la Covid-19 ne pourrait-elle permettre un renversement de paradigme et la fin du déterminisme social selon lequel les femmes savantes sont beaucoup moins présentes que les hommes pour livrer leur expertise de la situation? À quelles conditions cela serait-il possible? Au moins peut-être celle-là, la réalisation effective et totale de l'égalité homme-femme. Le droit doit pouvoir certainement jouer un rôle accru de cette application effective de l'égalité homme-femme, comme nos cours européennes, la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'homme s'y emploient depuis de longues années désormais. Il est inquiétant de noter que les femmes de savoir ont en effet quasiment disparu du débat public en France pendant tout le temps des premières semaines de confinement, engendrée par, on le sait, la pandémie mondiale de la Covid-19 de la mi-mars à la mi-mai 2020. Les experts interrogés par l'ensemble des médias sur cette pandémie mondiale étaient à 80% des hommes, notamment durant le premier mois de confinement. Cette inégalité, elle est néanmoins le fruit d'une longue histoire connue, puisque les femmes ont pendant des siècles été exclues du monde du savoir, de la connaissance, ainsi que de l'espace public. C'est de très haute lutte que les droits et libertés politiques des femmes seront tout d'abord conquis. Alors qu'ils ne sont pas apparus clairement prioritaires aux femmes au début de leur combat, à l'inverse de leurs droits familiaux ou matrimoniaux, de ces droits politiques, de leurs droits politiques, allaient pourtant dépendre ou découler tous les autres. Il est aussi curieux de constater d'emblée que la conquête des droits et libertés se fera de façon sectorielle, un peu comme si la femme menant plusieurs tâches de front
avait dû aussi conquérir, par plusieurs victoires successives, des droits pour avoir enfin le droit. L'octroi de droits et libertés aux hommes se sera fait à l'inverse de façon beaucoup plus unifiée, sans qu'on ait eu à se demander s'ils avaient droit à tel ou tel, ou comment les choses ont toujours été de soi pour les hommes. L'infériorité légale fut longtemps justifiée par des préjugés qui excluaient le beau sexe du domaine de la raison, ce que de rares écrits, tels ceux de François Poulain de la Barre, au XVIIIe, contestaient. Ce dernier fut considéré comme le précurseur du mouvement féministe, grâce à son ouvrage de référence en la matière, de l'égalité des sexes, de l'éducation des dames, de l'excellence des hommes. À contre-courant de la pensée de Jean-Jacques Rousseau, qui ne recommande que l'éducation domestique des femmes, ce cartésien, converti au protestantisme, revendique un droit à l'instruction égal à celui des hommes. De la même façon, mais sans succès, en 1790, Condorcet plaida pour l'obtention des droits politiques aux femmes, en plus de leur droit à l'instruction. On ne le sait que trop, et on ne le dira que trop, cette disparité est le résultat d'une longue histoire. Pendant des siècles durant, les femmes ont été exclues du monde de la connaissance. George Sand, dans les Lettres à Marcy en 1837, déclarait déjà que les femmes reçoivent une déplorable éducation. Et c'est là le grand crime des hommes envers elles. Ils ont réussi à consommer cet esclavage et cet abrutissement de la femme qu'ils disent être aujourd'hui d'institutions divines et de législation éternelle. Un siècle plus tard, Virginia Woolf dénonçait à son tour dans 3 Guinées l'humiliation subie par les femmes qui, jusqu'en 1919, ne pouvaient rejoindre la longue procession des hommes cultivés. L'histoire est encore plus ancienne. La lutte des femmes pour l'égalité des droits, y compris dans le domaine de l'éducation, débute sous la Révolution française grâce à Olympe de Gouges. Pionnière déviante à avoir osé rédiger une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, alors que les rédacteurs de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen les avaient quelque peu oubliés. Olympe de Gouges, on le sait, finit par être guillotinée. Elle fut accusée de s'être comportée en homme d'État. Sous la Révolution, l'égalité entre hommes et femmes ne sera guère défendue en réalité, malgré l'engagement de Poulain de la Barre, de Condorcet, d'Olympe de Gouges et j'en oublie. Alors que les révolutionnaires placèrent l'égalité, on le sait, au fondement de la nouvelle société républicaine qu'ils appelaient de leur vœu, ils exclurent de leur approche universelle, non sans contradiction, non sans paradoxe, les femmes. Pourtant, pendant toute cette période révolutionnaire, les femmes s'initieront à la politique dans des sociétés fraternelles, à l'exemple du Club des citoyennes républicaines révolutionnaires, fondé en 1793 par Pauline Léon et Claire Lacombe. Présente à Paris en 1792, l'anglaise Mary Wollstonecraft défend les idéaux révolutionnaires et le droit des femmes à l'éducation dans son pamphlet « A Vindication for the Rights of Women ». Les avancées en matière de droit civil sont très importantes. Le divorce devient légal en 1792 et l'éducation des jeunes filles est dispensée au sein des écoles républicaines qui ouvrent leurs portes en 1793. Pourtant, dès l'adoption du décret Amar du 30 octobre de cette même année 1793, les femmes sont interdites de prise de parole publique, la terreur s'installe, l'euphorie n'aura été que de courte durée. La rhétorique d'une supposée nature féminine inférieure en sort renforcée. Et les contemporains de l'Empire, comme ceux de la Restauration, recourent à un féminin mythifié. Ils écartent les femmes du droit commun en réduisant leur rôle social à la fonction maternelle, enfantée. Le Code civil de 1804, le Code Napoléon, s'en fait évidemment la traduction. Il soumet les femmes à la tutelle maritale. La loi consolide l'autorité du mari et du bon père de famille dans le domaine économique, administratif, comme dans l'espace privé. Et en 1816,
le droit au divorce est aboli. Pourtant, des femmes lettrées, aristocrates, filles des Lumières, diffusent des idées émancipatrices, comme Constance Pipelet, auteure de l'Épître aux femmes en 1797, ou comme Germaine de Staël, exilée en Suisse, en butte à la vindicte de l'empereur et qui dénonce la régression de la condition féminine dans ses romans, Delphine en particulier. Malgré tout, Michel Perrault, que vous avez peut-être entendu hier soir, insistera sur l'idée que la Révolution française a contribué à cliver les rôles et à contenir, loin de l'espace public, les femmes. Avec la Révolution de juillet 1830, va s'ouvrir une ère de liberté exceptionnelle dans de nombreux domaines, jusqu'aux lois répressives de septembre 1835. Des femmes se joignent alors aux prolétaires pour réclamer publiquement de profondes transformations sociales. La question de l'émancipation des femmes et du peuple est alors très largement débattue. Les femmes sont invitées à participer au débat. Claire Bazard co-dirige avec son mari la Nouvelle Église. Mais cette pratique de pouvoir mixte, novatrice, elle est aussi de courte durée. Après 1830, c'est d'abord une morale sexuelle que présente Prosper Enfantin notamment. Dans l'Appel à la femme de 1831, la réhabilitation de la femme, condition nécessaire à l'avènement d'un monde nouveau et harmonieux, va de pair avec celle de la chair, bannie par la morale chrétienne et réhabilitée par les saint-simoniens. La prophétie de l'avènement d'une femme libre sert de levier à la volonté d'auto-émancipation des saint-simoniennes. Cette adhésion à l'idée de liberté crée les conditions d'émergence d'un mouvement sans précédent, collectif et autonome. Des femmes, ouvrières pour la plupart, diffusent leurs revendications par voie de presse, par voie de pétition, par des brochures, des correspondances, des romans. Premier journal féministe des prolétaires saint-simoniennes, La Femme libre, 1832, est dirigé par Désirée Véret et Marie-Reine Guindorf, puis par Suzanne Voilquin. Les rédactrices signent par leur prénom, effaçant ainsi, on le sait, l'identité sociale liée au patronyme. Et elles en appellent à une association des femmes. Elles polémiquent avec d'autres journaux sur un ton d'une modernité sans pareille, inégalée au XIXe siècle. Nombre de journaux du temps témoignent de la polyphonie des voix des femmes comme de leur volonté d'intervenir dans l'espace public. La question de l'éducation et de l'instruction étant devenue centrale en 1833 grâce aux lois Guizot, des débats publics sont organisés. Le combat pour l'égalité des droits et libertés politiques ne commença vraiment que vers 1840 en France, en Angleterre, aux États-Unis. Mais le poids des traditions, il était si prégnant qu'il faudra attendre le XXe siècle pour que les femmes arrivent enfin à conquérir la plénitude de leurs droits politiques, la plénitude de leurs droits civils et professionnels équivalents à ceux des hommes. En 1848, les anciennes saint-simoniennes comme Jeanne d'Herouin, Désirée Véret, Eugénie Niboyer, Pauline Roland, Élisa Lemonnier, Suzanne Voilquin et bien d'autres, elles placent leurs espoirs dans la Seconde République, bien entendu, et dans l'établissement du suffrage que l'on dit alors universel. Eugénie Niboyer fonde le journal La Voix des femmes. Favorable à cette république extraordinaire qui se met en place, république démocratique et sociale, le journal réclame le droit de citoyenneté et l'égalité devant la loi au nom de l'union de l'homme et de la femme qui forment, sans distinction de sexe, l'individu social. Belle déclaration, vous en conviendrez avec moi, du 26 mars 1848. Outre les réformes du Code civil, une nouvelle revendication se fait entendre, le droit au travail pour les femmes, garantissant évidemment leur indépendance financière et leur pleine citoyenneté.
Après avoir proposé en vain à George Sand d'être candidate à la députation, les femmes de 1848 poursuivent leurs efforts sous d'autres formes. Jeanne Derouin décide de déposer sa candidature aux élections partielles de 1849, mais celle-ci sera jugée inconstitutionnelle. Au début du XXe siècle, on le sait, les suffragettes anglaises, incarnant le courant féministe radical, multiplient les manifestations, les grèves de la faim, les incendies volontaires et même les attaques à la bombe, mais elles n'obtinrent la totale égalité de vote qu'en 1928. Cela prendra beaucoup plus de temps en France, pays à la traîne en Europe sur cette question pourtant majeure pour les femmes. En France, après la répression de la Commune, mars 1871, et des communardes, le mouvement des femmes est désormais moins centré sur l'idée d'émancipation que sur les questions civiques. Inscrire l'égalité des droits des femmes dans la loi, obtenir la reconnaissance du travail féminin, tant domestique que professionnel, c'est l'objectif des féministes du temps. C'est alors qu'en 1880, on le sait, Hubertine Auclair, fondatrice du journal suffragiste La Citoyenne, est la première à se proclamer féministe pour revendiquer une identité politique. Elle hisse le droit de vote en clé de voûte de tous les autres droits. Pour faire entendre la cause des femmes, elle aura recours à des actions spectaculaires, comme la première manifestation de rue des féministes le 14 juillet 1881. Ceci lui vaudra d'être arrêtée par la police, et le rapport des officiers de police judiciaire qui s'ensuit de la décrire comme, je cite, « affligée de folie ou d'hystérie, une maladie qui la porte à se penser l'égale des hommes ». Il n'empêche, les femmes de cette époque firent preuve d'une modernité créatrice unique. L'ordre revenu, leur action dans l'histoire fut effacée, puis oubliée. Écrire leur histoire suppose donc d'interroger cet oubli et ce silence imposé, tout en suivant les traces de leurs idées qui se sont traduites en actes. De 1917 aux années 1970, la lutte pour l'obtention du droit de vote a dû se poursuivre. Et l'obtention de celui-ci fut progressive un peu partout dans le monde. Les femmes russes votèrent dès 1917, tandis que les Américaines obtinrent ce droit par le 19e amendement de la Constitution, très précisément, en 1920. Les Françaises n'accédèrent à ce droit, on le sait, seulement grâce à l'ordonnance d'Alger le 21 avril 1944, adoptée par le général de Gaulle. Pourquoi pas dès la Troisième République? Parce que les forces de gauche craignaient que les femmes ne votent à droite. Pourtant, 3 femmes, on l'oublie souvent aussi, 3 femmes siégèrent dans le gouvernement du Front populaire de Léon Blum en juin 1936. Il n'empêche, jusqu'en 1944, les femmes françaises n'étaient ni électrices ni éligibles, tant pour les élections législatives que pour les élections municipales, les dernières en Europe. Vers 1975, dans la plupart des pays, les femmes ont obtenu l'égalité politique, mais sans pour cela participer toujours pleinement à l'exercice du pouvoir. Au XXe siècle, la conquête de l'égalité juridique vient s'ajouter aux préoccupations politiques des militantes. Pourtant, la participation des femmes à la vie économique s'accroît peu en France. Elle représente 37% de la population active en 1900, 38,4% seulement en 1974. Et à la fin des années 1970, le taux du salaire féminin par rapport au salaire masculin, il était de 72% en France. Derrière l'égalité en droit, c'est l'égalité de statut et de reconnaissance qui restait à conquérir, soit l'égalité sociale. Et cela va passer par 2 mouvements décisifs, celui de la libération de la femme et celui de la parité. Alors, du côté de la libération de la femme d'abord, les sociologues, et à raison, s'accordent à voir le mouvement féministe comme le plus important mouvement social de la modernité.
Il a contribué à mettre fin à des millénaires durant lesquels les femmes étaient entièrement vouées au rôle d'épouse et de mère, exclues du monde de la connaissance, de la citoyenneté et des lieux de pouvoir. Mais loin d'être linéaire, l'histoire du mouvement féministe s'est déployée par vagues successives et par controverses internes. Le mouvement fut et reste puissant, puisqu'il entend changer la société. Le XIXe siècle aura été le siècle de la lutte pour les droits civiques et politiques, vous l'avez constaté. Les années 1960-1970 auront été celles des combats pour la libération du corps et de la sexualité, aboutissant en France à la consécration du droit à l'avortement. La troisième vague se déploie sous nos yeux, toujours encore aujourd'hui, depuis l'avènement du mouvement MeToo, dénonçant des agissements sexistes et des formes de harcèlement sexuel. Et à cet égard, Michèle Perrault, toujours elle, parle, je la cite, d'une déflagration, d'un événement majeur qui s'inscrira certainement dans une évolution plus longue. Pour la politiste Camille Froidevaux-Métairie, le tournant que représentent les années 70, avec la réappropriation du corps des femmes par la maîtrise de leur sexualité comme condition de l'égalité réelle en société, n'aura peut-être pas été aussi radical que cela. Pour la politiste, il faudra attendre pour elle 2010 et la vague MeToo pour que la femme ne soit plus appréhendée seulement par le biais de son corps sexué. Elle déclare à cet égard que, je la cite, « Si les conquêtes féministes ont fait des femmes occidentales des hommes quasiment comme les autres dans la sphère sociale, elles n'ont rien changé à leurs conditions de disponibilité corporelle dans la sphère privée. » Il faut revenir sur un moment clé des années 70 et rendre hommage, là encore, à deux autres grandes femmes pionnières, déviantes, dont les destins seront liés l'un à l'autre. Et peut-être n'est-ce pas le fruit du hasard. Ces deux femmes sont nées toutes deux la même année, 1927, Gisèle Halimi, Simone Veil. La loi française du 31 juillet 1920 sanctionnait jusqu'alors la provocation à l'avortement et la propagande anticonceptionnelle. Et elle fut renforcée, cette loi de 1920, par une autre, celle du 27 mars 1923, par laquelle l'avortement était consacré comme un délit. Il a donc fallu attendre les années 70 et l'émergence du mouvement de libération des femmes, le MLF, pour que la question de l'avortement libre et gratuit soit propulsée sur la scène publique. Plusieurs événements vont évidemment être très médiatisés à l'époque. Le Nouvel Observateur d'abord. Le Nouvel Observateur qui publie, vous vous en souvenez, le 5 avril 1971, ce célèbre manifeste des 343, au sein duquel 343 femmes déclarent avoir avorté, dont Gisèle Halimi 3 fois. En octobre 1972 se tient également le procès de Bobigny, durant lequel Marie-Claire, cette jeune fille ayant avorté avec l'aide de sa mère et deux de ses collègues, la complicité, dit la loi à l'époque, est défendue justement par Gisèle Halimi, on le sait. Gisèle Halimi qui sera aussi à cette occasion à l'origine de cette association féministe puissante, Choisir. Durant ce procès hautement symbolique, l'avocate militante féministe décidera de faire le procès des lois de 1920 et de 1923. À partir d'avril 1973, et dans tout le pays, des militantes du MLF se mobilisent au sein du mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, le MLAC. Grâce à ces mobilisations, la loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse sera défendue par la ministre de la Santé, Simone Veil. Et cette loi, elle finit par être votée le 29 novembre 1974. Les opposants sont nombreux, très nombreux. Les propos sont injurieux, très injurieux. Pour ces conservateurs,
Légaliser l'interruption volontaire de grossesse compromettrait la croissance démographique du pays ou porterait atteinte au droit à la vie. Face aux résistances, et malgré les injures, y compris raciales, Simone Veil obtient la promulgation de cette loi le 17 janvier 1975. Cette loi, elle est gigantesque, parce qu'en plus, elle va dépénaliser l'avortement. Elle dépénalise l'avortement, mais au départ, sous certaines conditions. L'autorisation parentale pour les mineurs, la clause de conscience pour les médecins et le non-remboursement par la sécurité sociale. Et cette loi, au début, elle n'est adoptée que pour une durée de 5 ans seulement. De nouvelles manifestations de soutien vont se tenir un peu partout en France à l'occasion du vote définitif de la loi en 1979. Et les mobilisations continuent jusqu'en 1982, date du vote de la loi Roudy, la loi Yvette Roudy, en référence à Yvette Roudy, ministre des Droits de la Femme. On va en reparler. Une loi qui va permettre cette fois-ci et complètement le remboursement de l'avortement par la sécurité sociale. Il n'aura rien fallu lâcher aux femmes pour la pleine obtention de ce droit d'avorter et pour son application effective, le remboursement de l'acte par la sécurité sociale. Il ne leur faut toujours rien lâcher aujourd'hui, tant ce droit semble, dans certaines régions du monde, mais en France aussi, être de temps en temps encore remis en question. Du côté de la parité maintenant, les femmes en général, et les femmes savantes en particulier, questionnent toujours encore aujourd'hui la sempiternelle mais fondamentale question du sens de l'égalité. De quelle égalité parle-t-on? D'une égalité de droit ou d'une égalité de fait? D'une égalité réelle ou d'une égalité formelle? D'une égalité devant la loi ou d'une égalité par la loi? La première acception de l'égalité n'exige des gouvernants qu'une abstention. Autrement dit, s'abstenir d'enfreindre l'égalité, soit éviter de procéder à des discriminations arbitraires. La deuxième acception de l'égalité, elle exige bien davantage, soit une obligation pour l'État ou pour les pouvoirs publics d'agir, une injonction pour eux d'intervenir pour corriger les différences de situation. Dans le premier cas, la loi doit traiter également les individus sans prendre en considération leurs particularités physiques, culturelles, sociales, etc. Dans le deuxième cas, les normes, les règles doivent au contraire remédier aux différences de situation sociale préexistantes, ce qui implique de traiter différemment les individus en fonction de leurs particularités physiques, culturelles, sociales. Dans quel but? Celui d'atténuer les inégalités résultant des aléas de la vie et d'atteindre, in fine, l'objectif d'égalité. Cette approche de l'égalité a le mérite, évidemment, de dépasser le conservatisme social. Et il a aussi le mérite de dépasser, d'abandonner à leur sort les femmes parce qu'elles sont nées femmes et qu'elles le sont devenues socialement. Mais cette conception implique inévitablement des différences de traitement dans les faits, que certains courants féministes rejettent, et rejettent toujours, parfois encore. Pour les universalistes, pour les féministes universalistes, le sexe doit être dissocié des rôles sociaux, politiques et symboliques. La philosophe Elisabeth Badinter. Elisabeth Badinter a toujours défendu tout au long de son œuvre une conception égalitariste des deux sexes, en prenant ainsi le contre-pied de l'autre courant féministe, le courant différentialiste. Dans le débat sur la parité, Elisabeth Badinter a fait partie des opposantes à toute mesure discriminatoire pour les femmes, comme en référence aux politiques de quotas. Yvette Roudy, que nous évoquions précédemment, elle aussi, elle aura beaucoup œuvré dans les années 80. Ces années 80, elles sont souvent considérées
elles aussi, comme un tournant dans l'histoire du féminisme. Et à raison. Le féminisme va en effet parvenir à se déployer désormais dans les institutions d'État, grâce notamment à la création d'un ministère des droits de la femme. Alors que le féminisme des années 70 s'est développé en dehors des institutions de l'État et des partis politiques, les années 80 marquent au contraire une institutionnalisation du mouvement. Et les politiques savent combien c'est important. Le féminisme fait son entrée dans des organisations publiques qui vont prendre en charge les causes auparavant portées par les mouvements sociaux. Une expertise féministe se développe aussi grâce à l'émergence de recherches universitaires. Les années 80 marquent la montée en puissance de la cause des femmes au sein des services ministériels, donc. Un ministère des droits des femmes est créé en 1981, après l'élection de François Mitterrand. Yvette Roudy, elle s'attache alors à promouvoir les femmes en tant que citoyennes, individus autonomes et travailleurs. Les questions matrimoniales l'intéressent moins que celles des discriminations professionnelles ou de la question du sexisme. Elle se sera, elle aussi, engagée en pionnière déviante pour donner corps à l'égalité professionnelle. Yvette Roudy lancera d'abord une vaste campagne de sensibilisation des femmes pour la liberté de choisir d'avoir ou non des enfants. Évidemment, le message s'adresse tout d'abord et avant tout à ces femmes qui se tiennent encore en dehors des moyens contraceptifs. Sa campagne elle va susciter beaucoup de remarques et de réprobations de la part de cette France qui reste attachée à la famille traditionnellement conçue. Les contestations augmentent lorsque la ministre veut réaliser une promesse de campagne de François Mitterrand, le remboursement de l'IVG. Il s'agit de généraliser par ce biais l'un des grands acquis féministes des années 70, le droit d'avorter, le rendre au fond pleinement effectif, pleinement applicable. Le Premier ministre Pierre Mauroy la soutient. Le président François Mitterrand, beaucoup moins. Il la freine même par crainte des retombées politiques. La ministre reçoit en revanche l'appui de Gisèle Halimi. Gisèle Halimi, devenue députée, déposera une proposition de loi en septembre 82 pour faire rembourser l'interruption volontaire de grossesse. Et la ministre parviendra de ce fait à faire adopter la loi à la fin de l'année 1982. Dans le domaine du travail, la première loi pour l'égalité professionnelle est adoptée en juillet 1983 grâce à l'engagement de la ministre, dont on connaît aussi la proximité intellectuelle avec Simone de Beauvoir. La loi interdit les discriminations envers les femmes dans l'accès à l'emploi. Et c'est bien d'égalité réelle dont il est question, car des actions pour garantir l'égalité dans les faits doivent être menées. Réduire les inégalités salariales, garantir la promotion des femmes comme celle des hommes. La loi s'accompagne aussi d'une campagne de sensibilisation des jeunes filles, sensibilisation aux stéréotypes dans le monde professionnel. Le slogan est, à l'époque, je cite, « Aujourd'hui, les métiers n'ont pas de sexe ». Il reste pourtant encore beaucoup à parcourir en la matière. Rien qu'à l'université française, seulement 26% des femmes sont professeurs des universités. Lasse des oppositions et atteinte psychologiquement, la ministre Yvette Roudy finira par démissionner le 20 mars 1986. Et le ministère des droits de la femme disparaîtra, purement et simplement. Il faudra attendre les années 2000 pour retrouver une instance gouvernementale s'occupant des droits des femmes. Yvette Roudy aura eu le mérite de permettre l'ouverture de nouveaux champs d'action féministe, égalité professionnelle, lutte contre le sexisme, ou encore son projet de loi pour une meilleure représentation des femmes en politique, quand bien même ce projet de loi sera au départ invalidé par le Conseil constitutionnel. La recherche d'une égalité de fait reste en effet
enfermées dans un certain nombre de contraintes juridiques qu'il n'est parfois possible de dépasser qu'en modifiant le texte constitutionnel. La recherche d'une certaine égalité de fait entre hommes et femmes en matière électorale illustre ce propos. Il a fallu d'abord attendre la révision du 8 juillet 1999, introduisant à l'article 3 de notre Constitution un nouvel alinéa pour que de telles dispositions puissent voir le jour. Sous l'effet d'une seconde révision constitutionnelle, le 23 juillet 2008 ensuite, désormais, au terme de l'article 1er de la Constitution française, je cite, « La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives et aux responsabilités professionnelles et sociales. » Cette possibilité a été élargie par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République. Le socle pour que les femmes savantes soient reconnues à égalité avec leurs collègues hommes, ce socle, il est désormais solennellement posé dans le texte fondamental, dans la Constitution française. L'année 1992 aura été le point de départ des mobilisations pour la parité. Le livre « Au pouvoir citoyenne » de Françoise Gaspard, Claude Servan-Schreiber et Anne Le Gall. Ce livre y aura beaucoup contribué. Ces trois militantes, ayant constaté la sous-représentation des femmes dans les assemblées politiques, elles proposent de réserver la moitié des postes d'élus pour des femmes. Elles reprennent le terme parité de la philosophe Elisabeth Zliadkowski, qui a formulé cette idée à la fin des années 80, lors d'un séminaire européen sur la participation des femmes à la prise de décision. Ce terme parité, il fera ensuite des émules. À la fin des années 90, le principe est dorénavant largement soutenu par l'opinion publique. Lionel Jospin, devenu Premier ministre en 1997, dans une période cohabitationnaire, porte le projet de réforme. Ce dernier est adopté en 1999. Plusieurs lois sont promulguées ensuite pour généraliser la parité à toutes les responsabilités politiques, professionnelles ou sociales. Aujourd'hui, l'objectif, il est atteint, ou quasiment partout où les lois paritaires s'appliquent en tout cas. Pour conclure, sans conclure, car des conquêtes sont encore nécessaires. La conquête du suffrage aura été rude. Celle de tous les droits civiques et politiques, socle pour toutes les autres libertés aussi. Dans Jeunesse d'une ouvrière, la féministe autrichienne Adélaïde Popp énoncera ses difficultés à prendre la parole au Parti socialiste. À force de s'entraîner seule chez elle pour prendre la parole, comme beaucoup de femmes d'ailleurs ayant à prendre la parole en public, elle finira par surmonter sa peur. Mais son courage sèmera alors le doute sur son identité sexuelle. Et Michel Perrault, de préciser à cet égard, je la cite, que les tisserands disent qu'elle est sans doute un homme déguisé en femme, car seuls les hommes savent parler ainsi. Aujourd'hui, très présentes dans les sciences humaines, les femmes livrent leur point de vue scientifique dans leurs travaux de recherche. L'historienne que nous avons souvent citée, Michel Perrault, va engendrer un véritable renouvellement des recherches historiques avec la publication de son ouvrage encyclopédique avec Georges Duby, Histoire des femmes. Une autre pionnière déviante. En 1998, Françoise Thébault pousse elle aussi à l'écriture d'une histoire au féminin. En 2020, Marilène Patoumati, spécialiste de la préhistoire, a publié « L'homme préhistorique est aussi une femme », pointant l'invisibilité des femmes dans une histoire depuis toujours écrite par les hommes. Ce changement de paradigme a diffusé dans l'ensemble des sciences humaines et sociales. Sociologues, anthropologues, psychologues, économistes, politistes, philosophes et même juristes ont changé leur paire de lunettes.
la philosophie morale est revisitée, elle aussi, par notamment Sandra Loglet et Elsa Dorlin. Tandis que la politiste Camille Frodvo-Métairie, dont on parlait tout à l'heure, se réclame d'un point de vue phénoménologique, redonnant une place à la nature des corps pour analyser la spécificité des expériences féminines. Bien des progrès restent encore à accomplir, malgré toutes ces avancées, ces belles avancées que l'on doit en grande partie à toutes ces pionnières déviantes, éprises de liberté, amoureuses de liberté. Car il y a parfois encore un fossé entre l'énoncé du droit et les comportements sociaux. Puisse ce jour venu où les femmes parleront autant que les hommes en public, puisque quand on se fait entendre, on parle toujours bien. Molière, Les femmes savantes, 1672. Merci beaucoup à Céline Lageau pour cette passionnante conférence. Est-ce qu'il y aurait des questions des gens qui... Et je veux bien que vous leviez la main. Alors, des questions sympas parce que je suis un peu fatiguée là. Voilà, alors peut-être que 2 questions, histoire de s'il y avait besoin de compléments. Ou plutôt puis... des remarques, hein, des remarques. Voilà, des commentaires, et au passage des commentaires de nombreux étudiants que j'ai reconnus malgré les masques. J'ai le privilège de ne pas en mettre moi aujourd'hui. Et je vous remercie beaucoup d'être aussi nombreux, c'est hyper touchant. J'ai une question, c'est est-ce que dans les textes de la Constitution, tous les textes ont été changés maintenant pour l'égalité des femmes et des hommes, et donc il ne reste plus qu'à la société à les appliquer, ou il reste encore des incohérences et des parties de la Constitution qui restent floues dans les termes de l'égalité? Ce que préconise la Constitution de façon très générale a trouvé des échos un peu partout, dans tous les milieux professionnels aujourd'hui, pour faire en sorte que la parité, en tout cas, soit la règle. Mais parce qu'il faut lutter contre des traditions qui sont, vous l'avez compris, longues et puissamment ancrées dans les mentalités encore parfois aujourd'hui. Cette parité, en fait, elle est souvent celle d'un 40-60%. Au minimum 40% de femmes, c'est l'objectif à atteindre, hein, y compris à l'université, dans les collèges qui animent la vie de l'université ou qui recrutent des collègues. Au minimum 40% de femmes et au maximum 60% d'hommes. Mais pour vous faire juste une petite remarque à cet égard, hein, du poids des traditions qui vient effectivement en butte contre ces règles juridiques qui sont clairement énoncées hein, maintenant et qui sont largement appliquées. Ce poids des traditions, il se traduit de cette façon-là, lorsque, en tant qu'universitaire, vous avez à constituer un comité qui va recruter un futur collègue, homme ou femme d'ailleurs, et que vous arrivez à une parité parfaite ou que vous arrivez à un 60-40, 60 pour les femmes, 40 pour les hommes, inévitablement ça provoque une réaction immédiate du côté des hommes et les pauvres, on ne peut pas leur en vouloir non plus. Hein. Je crois que voilà, ils sont habités par ça aussi depuis longtemps et ces réactions-là, bah, ce sont des réactions qui sont des réactions sociales et qui tiennent à des traditions, à des façons de faire qui les renversent en fait, qui les bousculent. Et on peut le comprendre aussi. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Il y en a eu, voilà, et si, alors je ne sais plus exactement, j'hésite, ils sont 9 en tout, mais je crois que vous en avez quand même 4 hein, aujourd'hui. Voilà, et c'est heureux que cette haute instance qui a
interpréter la Constitution, en fait, pour le dire très généralement, soit aussi composée de femmes qui portent avec elles des préoccupations sociales ou une vision aussi de la chose juridique qui est proprement féminine, pour ne pas dire féministe. Oui, je voulais juste témoigner de la difficulté aussi et de l'urgence quand même pour les femmes dans le monde du travail de se montrer, d'agir, et en particulier les difficultés qu'elles ont dans le monde syndical. Moi, j'étais secrétaire régional de la CFDT. Ça a toujours été très difficile, même avec une volonté, et d'ailleurs la volonté était quelquefois contre-productive, d'inciter, de propulser, d'inviter des femmes à exister, même par exemple au Conseil économique et social, par exemple, dans des lieux où il n'y a pas forcément des lieux de conflit. Parce que c'est pas là-dessus, elles sont plutôt dans les propositions, des lieux de proposition et tout. Donc, quand même, toute l'apparition d'un certain nombre de femmes aujourd'hui dans le monde syndical devient urgent par rapport au type de métier qu'on peut avoir, et surtout si elles veulent maintenir aussi leur place dans le travail. Parce qu'on a parlé de l'avortement, on a parlé de tout ça, mais la place dans le travail des femmes, d'abord, bon, je ne dis pas les chiffres, tout le monde les connaît. Vous arrêtez d'être financé au mois d'octobre sur le salaire que vous faites par rapport au salaire que vous avez par rapport aux hommes. Enfin, il y a tout un tas maintenant de choses qu'on connaît. Mais on ne sait pas, on devrait profiter de l'occasion du Covid, du télétravail et tout ça, pour réorienter la notion d'entreprise et la notion de collectif au niveau de l'entreprise, de la façon dont les femmes pourraient, et je pense, ont un rôle important à jouer, car du coup, elles ont une expérience formidable, des doubles emplois, des triples emplois, et on est dans une période, moi je défends beaucoup les groupements employeurs en particulier, on est dans une période où on est sur la multi-activité et sur l'emploi partagé. Et donc là, je crois qu'il y a une notion à développer dans le droit du travail qui rejoindrait la belle lutte qui est faite depuis très longtemps dans le monde juridique. Moi, je rejoins complètement votre observation et je plaide aujourd'hui véritablement pour un renversement de paradigme, pour profiter en fait de cette période que nous vivons qui est toujours encore absolument inédite, exceptionnelle, impensable, extraordinaire au sens plein du terme, et qui devrait effectivement être un moment historique décisif pour les femmes pour oser aller là où elles n'ont jamais été, et pour oser exercer le pouvoir politique comme il n'a jamais encore été pleinement exercé. Pouvoir politique, syndical, social, tout ce que vous voudrez, en effet. Mais, parce qu'il y a un mais, je me questionne souvent sur pourquoi les femmes n'osent pas. Je crois que c'est parce que, intérieurement quand même, pour beaucoup d'entre nous, et je m'inclus dedans, on s'auto-censure. On ne se sent pas habilité à le faire, on est des impostures qui devons sans cesse faire nos preuves. Et déjà pour surmonter ça, c'est énorme, mais il faut surmonter ça pour oser dire « j'y vais », sans aucun complexe.